Cette eau qui circule, finalement, elle était invisible dans l'arbre, et d'un coup, elle devient visible et pour la rendre encore plus visible, il y a un satellite qui vient de décoller, au mois de décembre, mais je laisserai plutôt la parole à Hervé pour, mieux en parler. Bonjour. Je voulais dire que j'étais très content d'être devant un auditoire, qui est pas du tout celui auquel je suis confronté d'habitude. Ça va me demander, des efforts plus. Je vais essayer d'être pédagogue. Alors en parlant de vol, je vais vous parler de satellites, hein, des différents satellites qu'on utilise pour suivre les corps en eau. Donc on est vraiment dans l'eau bleue. On s'intéresse, à des masses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes et on essaye de faire sur de plus grandes surfaces également. Donc, on va parler de satellites, de plusieurs types de satellites, des satellites optiques, des satellites altimétriques, pour finir par cette mission innovante qui a été lancée le 16 décembre dernier, hein, une grosse mission franco-américaine qui s'appelle SWOT, et qui est le but de ma venue parmi vous aujourd'hui. Donc, le CERTIT dépend de l'Université de Strasbourg, hein, c'est une plateforme de laboratoire ICUBE. On travaille depuis un peu plus de 35 ans sur l'exploitation d'imagerie satellite aux besoins de l'environnement pour aider au sens large. Donc, on fait du suivi urbain, on fait du suivi de ressources naturelles, donc forêt, surface en eau, et on est reconnu comme centre de cartographie rapide de crise. On va regarder des exemples. Mais on assiste également les agences spatiales sur le développement de nouveaux satellites ou la mise en place de nouvelles chaînes de traitement. Donc, je parlais qu'on était connu pour les actions de cartographie rapide devant un public forestier. Je ne pouvais pas ne pas montrer les cartes qui ont été produites ces 3 derniers jours suite au feu, aux gros incendies, les premiers incendies en Espagne. Et donc, on a une progression en 3 jours. On est passé de 3500 à 4250 hectares. Et donc, il y aura encore une carte qui va être produite ce soir. Donc, on produit à peu près une carte par jour, suivant l'évolution du feu. Et après, on fera un bilan de ce qui a été affecté. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis pas là pour ça non plus. Donc, mes collègues connaissaient déjà Claude depuis quelque temps, puisqu'on travaille sur la thématique forêt, surtout en fait sur des affaires de cartographie de coupe ou dégâts de tempête, par exemple. Et on a aussi travaillé sur les premiers travaux sur les scolites, sur la cartographie des dégâts des scolites. Tout ça pour revenir à l'eau. Alors, on travaille depuis de nombreuses années sur le suivi de surface en eau, tant sur des aspects méthodologiques, c'est-à-dire des aspects de traitement d'image, des aspects de validation, comment est-ce qu'on peut valider une mesure faite par un satellite, autant en termes de surface que de hauteur, puisqu'on s'intéresse en fait au suivi des surfaces, des hauteurs, et on étudie des volumes. Et bientôt, on va travailler, on a déjà commencé à travailler sur le suivi de la température, parce que c'est également un paramètre essentiel. Et ce travail, on le fait au sein de différents projets avec les agences spatiales, l'Agence spatiale française, le CNES, ou Agence spatiale européenne. Donc ça, on accompagne les agences dans de nombreuses missions, hein. C'est la préparation de missions, c'est-à-dire que les agences nous demandent quels sont les paramètres essentiels, quelle est la précision qu'on veut atteindre, et qu'est-ce qu'on accepte en fait si la donnée est dégradée, qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vais commencer par vous parler essentiellement de télédétection optique, c'est-à-dire que on utilise comme source qui illumine la cible le soleil. Donc le soleil nous éclaire tous, et une partie est renvoyée vers dans toute la sphère, et une partie est donc captée par le satellite. C'est ce qu'on va appeler une télédétection passive optique. On va travailler dans les bandes spectrales du visible, du proche infrarouge. Donc là, je vous ai juste indiqué un certain nombre de satellites, hein, dont on parlera en partie, surtout Sentinelle-2, mais également Sentinelle-2 résolution de 10 mètres, et on va jusqu'aux Néopléiades qui ont été lancés il y a 2 ans à 30 centimètres. Donc évidemment, chacun est habilité à faire une tâche qu'une autre. Comme le montrent les photos, en fait, c'est des données qui sont sensibles à la présence de nuages. Donc, ils marchent très bien quand il y a un ciel clair. Alors, c'est un peu plus complexe en fait, puisque le rayonnement solaire va venir taper la surface en eau. Une partie va être directement réfléchie, mais une partie aura été aussi interceptée par l'atmosphère. Il y aura de la diffusion. Une partie va être réfléchée vers le sol, vers les couches profondes, va pouvoir descendre au fond de la réserve en eau ou au fond de la mare. Donc, on a un signal qui est quand même un peu complexe. Et de ce fait-là, on va avoir ce que vous avez sur la partie droite, des signatures très différentes. Ça, c'est juste les variations de teinte de corps en eau sur une image prise sur l'Alsace, donc sur un territoire de 60 par 60 km.
Évidemment, je ne vais pas en parler là, mais tout ce qui va être matière en suspension, matière, organique ou matière plutôt sédimentaire minérale, va également influencer le signal. Donc en fait, l'eau a une très vaste, palette de signatures spectrales. Alors, il y a des sources d'erreurs, hein, quand on essaye de prendre en compte. Déjà, il faut en avoir conscience, évidemment. Si on regarde en haut à droite, et ben, en fonction de la taille et de la forme de mon réservoir, moi, je travaille avec, des pixels carrés. Alors, on a parlé de résolution de 10 mètres, mais également de 30 centimètres. Et on verra les effets que ça provoque. Donc, on est sur, des mesures, avec une certaine incertitude. Alors quand on va travailler sur des zones inondées, on va avoir la grande problème de définir, où commence et où s'arrête la zone inondée, puisque vous avez tous été dans une prairie inondée et puis sur une vingtaine, trentaine de mètres, vous avez les pieds plus ou moins dans l'eau, et l'herbe, va être plus ou moins importante. Et puis évidemment, vous pouvez avoir des problèmes de cibles cachées par, un développement de végétation. Alors il est souvent, en fait, évidemment, plus facile de travailler sur des grands corps en eau que sur des petits corps en eau. Les erreurs, sont moindres. Ce tableau est important. Ce tableau est important parce qu'il vous présente, en fait, l'Europe spatiale. Ce sont les missions Copernicus, hein, décidées par la Commission européenne et prises en charge, d'un point de vue technique par l'Agence spatiale européenne. Ce qui est important, c'est l'échelle de temps. Bon, alors vous avez différentes familles de satellites, hein. Satellites, en orange, en haut, c'est les satellites radar qui fonctionnent à peu près en tout temps. Satellite Sentinelle-2, dans des bleus clairs, dont on va parler. Sentinelle, 3, on va aussi en parler puisqu'il y a dedans un capteur altimétrique, etc. Et capteur température. Et on voit qu'en fait, les premières missions ont commencé en 2014 et se poursuivent en fait, jusqu'à 2030. Il y a vraiment aucun souci. On a la chance, et c'est vraiment, il faut vraiment remercier l'Europe pour cela, d'avoir mis en place un programme à long terme. Parce que là, c'est un programme qui s'arrête en 2030, mais parce qu'il était plus parlant, mais il y a des programmes, en fait, des tableaux similaires qui montrent on est déjà dans des phases de réflexion pour poursuivre des acquisitions jusqu'à 2040 au moins. Donc on est vraiment sur du long terme. Et évidemment, tout ce que l'on voit actuellement ne pourra être répété les prochaines années, mais avec en plus des satellites de plus en plus performants. Là, c'est vraiment, on a eu un changement en 2015, hein, entre une télédétection, une observation de la Terre à la papa, où on avait une ou deux images de temps en temps, avec maintenant bah, un accès à un flot d'images, un flot d'informations qu'il faut traiter et trier. Donc on va parler en fait, essentiellement dans une première partie des données Sentinelle-2, hein, de Copernicus. Donc le premier satellite a été lancé en 2015, le second en 2017 et dans l'année prochaine sera lancé en fait un premier remplaçant, qui sera le Sentinelle-2C. Donc on travaille sur des bandes spectrales allant du vert, rouge proche infrarouge jusqu'au moyen infrarouge qui vont, chacun, en fait, va apporter une information par rapport à la cible, avec des résolutions de l'ordre de 10 mètres. Ce qui est important, c'est il y a 2 choses importantes, c'est qu'ayant 2 satellites, on a une revisite à 5 jours. Donc tous les 5 jours, on a une acquisition qui est faite de façon automatique. Avant le 2014, donc grosso modo, on commandait des images, donc il y avait autant d'images qu'il y avait eu de commandes. Là, maintenant, c'est fait de façon systématique et en plus, ben, c'est payé sur nos impôts et donc c'est d'accès gratuit. Donc tout chercheur, peut travailler, sur tout site à travers le monde à partir de ces données-là. L'aspect, donc très haute fréquence. Alors, il y a une haute fréquence d'acquisition à une haute résolution et un accès libre. Alors juste une application, pour voyager un peu, sans forêt, puisque là on va partir carrément au Tchad, mais c'était, intéressant puisque, ça vous montre en fait, qu'on peut travailler, sur différentes années. Là, c'est différentes années hydrologiques en plus, avec en 2020, des pluies très, très importantes. Donc, en termes de changement climatique, il faut voir que ces zones, sahéliennes, en fait, on observe une augmentation de la pluie, donc une augmentation des surfaces en eau. Et ben, comme avait déjà été montré précédemment, évidemment, on est sur des cycles, avec bah, une alternance, du moins des variabilités interannuelles fortes, hein, un passage de grosses inondations à des inondations beaucoup plus faibles. Alors, il faut transcrire ça en chiffres, hein, pas juste en images, parce que bon, c'est pas que du cinéma. Donc, on utilise des outils de traitement d'images, hein, qu'on a en partie développés. Et ça nous permet d'arriver à ce type de graphique où on voit ben, sur 6 ans, hein, on a traité un peu plus de
près de 350 images. On voit qu'on a aussi une espèce de tendance d'augmentation des surfaces en eau. Alors déjà, on voit bien l'alternance saison sèche, saison humide, hein, avec la petite bosse au début marquant la saison humide, grosso modo de août à octobre. Puis on voit que il y a une tendance qu'elle soit plus importante, avec deux énormes pics et puis des très grandes surfaces inondées en 2020-2022. Mais il est important, c'est de valider ce genre d'observation. Donc, ce qu'on fait, on prend soit là, on a eu de la chance, on a été soutenu par le CNES, on avait eu une énorme couverture Pléiade à 50 centimètres. Et là, ce que vous voyez dans la partie droite, c'est la surimposition sur l'image à 50 centimètres, où vous repérez bien les zones de végétation, les zones en eau, des zones extraites en jaune, hein, à partir de l'image sentinelle. Et tout ce qui est et on a une très belle superposition en fait du trait de côte entre guillemets vu à 50 centimètres et l'extraction à 10 mètres. On a refait ça sur des secteurs plus tempérés, hein. Là, on est sur les Grands Lacs de Seine avec du 30 centimètres et c'est un peu la figure que je vous ai présentée avant. Vous avez en jaune avec un aspect d'escalier parce qu'on est à 10 mètres de résolution, la limite de l'eau extraite à partir de Sentinelle-2. Et ce que vous avez du mal à voir parce qu'elle est très très fine, c'est un trait rouge qui borde les plages en haut à gauche, qui est l'extraction d'eau à 30 centimètres. Un exemple. Un deuxième exemple, vous voyez, donc ça montre qu'on on a, travaillant à 10 mètres sur ces réservoirs qui font plusieurs kilomètres carrés, on a quand même une très belle extraction, une très belle limite, différenciation, limite eau et terre. Bon, après, on peut sortir les chiffres, mais ce n'est pas le plus important. On cherche, l'intérêt du satellite, c'est de pouvoir suivre des événements dans le temps et l'espace. Donc là, on s'était intéressé aux réservoirs de Seine, aux grands lacs de Seine, hein, qui sont des lacs qui ont une double importance, parce qu'ils protègent en partie la région parisienne des crues et servent aussi de réserve en eau. Donc là, ce que vous voyez sur l'animation, c'est la vidange du lac, hein, qui se fait. Euh, on l'a traité en 2 fois parce qu'en fait, une première fois, on a traité à peu près 80 images sur 3 ans, où on a sorti automatiquement donc les surfaces en eau. Et voilà ce que ça nous sort en fait sur 3 ans. Vous avez les variations. Alors il y a 2 couleurs parce qu'il y a un bassin central et une zone totale. Il y avait 2 petits bassins latéraux. Et on voit donc, on suit relativement bien les variations entre, on va descendre jusqu'à 8 km², hein, on va être à peu près de 41-42 km² au maximum, jusqu'à 8 km². Et là, en fait, ces périodes les plus basses correspondent à des périodes où des travaux d'aménagement étaient faits sur le réservoir de Der. Ils avaient été même passés en dessous des limites autorisées pour la sauvegarde des poissons. Alors, on a la surface, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la hauteur. Alors, on va utiliser une autre famille de satellites, hein, qui sont des satellites altimétriques. Alors, tous volent à peu près, parce que vous allez me poser la question, je pense, tous volent à peu près entre 750 et 820 km, hein. Euh, donc, le principe, en fait, d'un satellite altimétrique, c'est qu'il envoie un signal, donc, qui va être réfléchi par la cible, hein, par la rivière, qui va être envoyée. Donc, ça permet, on a un temps entre l'émission et la réception. On connaît le positionnement du satellite, donc on calcule une distance, puisqu'on connaît la vitesse évidemment. Donc, on a la vitesse, le temps, donc on a la distance. Après, bon, il va y avoir quelques corrections à faire, adaptation aussi en, en travaillant sur des ellipsoïdes de référence, mais bon, ça c'est après. Et là, c'est pareil, en fait, il y a beaucoup de missions qui existent. Alors, pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de missions qui existent? C'est parce qu'il y a des archives, donc on peut revenir dans le passé. Donc là, les premières missions, en fait, ayant des altimètres remontent aux années 90. Et c'est aussi prévu dans les 20 prochaines années que des missions soient continuellement envoyées. Donc on a l'archive, le présent et le futur à chaque fois. Donc un exemple de ce satellite, hein, ça c'est un satellite qui s'appelle Jason, qui passe tous les 10 jours. Vous voyez, en fait, il envoie une série d'impulsions qui sont représentées sur la partie de gauche, hein, et on en extrait des altitudes. Et là, ce que l'on a, on compare en fait, c'est en orange les levées faites par le gestionnaire du réservoir,
et en bleu nos observations. Alors, de temps en temps, il y a des soucis qui sont peut-être des soucis atmosphériques qu'on n'a pas pu corriger, mais de façon générale, on suit bien tant dans les hautes hauts et que les basses hauts. Ce que j'ai pas souligné sur la carte des variations de surface, le graphique des variations de surface, là, sur les 3 années, c'est que vous voyez qu'on a quand même une vidange et suivi d'un remplissage relativement vite, en moins de 2 mois ou 2 mois et demi des réservoirs. Alors ça, c'est juste une interpolation en fait aux dates où on a des images. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va associer, comparer en fait les hauteurs d'eau avec les extensions. Vous avez en abscisse les hauteurs d'eau, les marquées donc water level, lake water level en mètres, hein, et les kilomètres carrés en fait de surface. Et vous voyez qu'on a une très belle relation obtenue sur ce réservoir-là. Il va nous permettre aussi de passer au calcul de variation de volume. On va donc comparer par date et de date à date la variation de volume et on arrive à suivre, en fait, caractériser les variations de volume. Et là, les deux courbes que vous avez, toujours en orange, la courbe fournie par modélisation par le prestataire de suivi du lac de Der, hein, par les grands lacs de Seine, et en bleu, ce que nous, on est capable de suivre avec un satellite. Donc, c'est quand même de beaux outils avec une forte précision. Alors, ça permet également, et là, ça va être plus intéressant sur des applications d'écologie, on pourrait dire, ou de recharge, c'est le temps de présence. C'est des cartes d'occurrence. On est capable de générer, donc, de dire où l'eau va rester ou pas rester lors du cycle de vie du réservoir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on suit la, la baisse de l'eau, donc on a une ligne, c'est une isoligne de bord. En même temps, on avait son altitude. Donc, en fait, on a une ligne d'altitude. Donc, on réussit à reconstruire la bathymétrie du réservoir. Et là, vous avez deux figures qui se ressemblent à peu près. En haut à gauche, vous voyez qu'il y a le lac qui apparaît, donc c'est le modèle numérique d'élévation d'hygiène à 5 mètres. Vous avez apparaît cette grosse tache claire qui est le réservoir, hein, parce que c'est une surface qui est considérée comme nulle par l'hygiène. Et vous avez en bas à droite l'injection en fait de notre bathymétrie au sein de la topographie générale. Et la différence qu'on a par rapport à la bathymétrie qui était donnée par les Grands Lacs de Seine était de l'ordre de 50 centimètres, essentiellement lié en fait à des problèmes ou en partie liés, les plus grosses erreurs sur des problèmes d'aménagement portuaire. Alors, c'était dans le Grand Est. On a lancé en fait ce type de suivi sur une trentaine de lacs, hein, qui sont représentés sur cette carte-là, dans le cadre en fait de la préparation de la mission SWOT. Mais je voulais vous les montrer parce que c'est assez intéressant. Toujours dans les grands lacs de Seine, toujours en suivant en fait les variations d'altitude, ce lac-là d'Amance, qui fait quelques kilomètres carrés, il a un comportement très très bizarre parce qu'en fait, vous voyez, d'un seul coup, il y a une grosse chute qui est vraiment très très réduite en très très peu de temps. Donc on pouvait penser que c'était une erreur d'extraction, hein, on a déjà vu ça sur certains systèmes. Et en fait, quand on compare en orange les hauteurs d'eau fournies par les Grands Lacs de Seine et en bleu nos surfaces, on voit qu'en fait, c'est vraiment une vidange extrême sur quelques jours qui est faite et un remplissage aussi très très rapide. Parce qu'en fait, il a un rôle de tampon, ce réservoir. Alors, on s'est rapproché des Vosges, hein, on a fait lac de Pierre-Percé, où on a travaillé, là, vous avez en haut la variation des volumes. Des surfaces, pardon, et en bas, alors cette fois-ci en conjuguant l'altitude des surfaces, l'altitude des corps en eau, c'est-à-dire la hauteur d'eau dans le barrage, avec nos surfaces, on a travaillé sur les volumes. Un exemple que j'aime bien, parce que c'est montré, c'est l'exemple de l'étang du Lindre. Vous voyez que l'étang du Lindre, en fait, là, vous avez l'opposition typique en optique
entre ce qui est rouge, c'est de la végétation active, et ce qui est foncé, c'est dans ce cas-là les surfaces en eau. Là, vous avez de la neige, mais surtout ce que vous voyez de temps en temps apparaître ou disparaître, en fait, là, vous allez voir, ça disparaît, on diminue, diminue. On voit la boue qui apparaît, le lac se vide, a été entièrement vidé. Et puis, on va surtout voir l'apparition, dans ce cas-là, il va carrément être à un moment remplacé par de la végétation, puisque le lac était en travail. Et donc, c'est ce type de variation en fait que l'on a dans les surfaces, hein, ça correspond à cet assèchement total du lac. Autre exemple tout à fait différent, en fait, c'est une gravière qui est au sud de Strasbourg, à Nordhorst, et en fait, ben, de 2007 à 2022, vous voyez, on peut suivre l'évolution de la gravière. Alors tout ça, ça a été préparé en fait. Tous ces étangs-là, ces lacs, ces réservoirs que je vous montre, vont nous servir en fait dans le cadre de la calibration, la validation de la mission SWOT. Alors la mission SWOT, quelques mots. Alors c'est une grosse mission. Elle fait à peu près 1 milliard d'euros. Et elle est payée à peu près 2 tiers, un tiers ou trois quarts, un quart entre les Américains et les Français. C'est une mission qui est importante c'est une mission globale qui vise à couvrir 90% des surfaces du globe, qui a une double mission, c'est mesurer de façon la plus précise possible la hauteur de la mer et également suivre les eaux continentales. Elle a vraiment ces deux aspects, océanographique et hydrologie continentale. Alors, les limites, entre guillemets, qui avaient été données, hein, c'était de fournir sur les surfaces continentales un masque des rivières d'au moins 100 mètres et de s'intéresser à ce qui est corps en eau de l'ordre de 250 par 250, mais à peu près de 6 hectares. Sachant que la précision à atteindre, attendue, était de fournir une précision de l'ordre de 10 centimètres, mais on ne s'intéresse pas qu'à la hauteur, on s'intéresse également à la pente, puisque la pente permet de calculer des débits, donc avec des valeurs assez hautes en termes de demande. Et vraiment, l'intérêt, c'est un intérêt global pour les applications hydrologiques, pour connaître la dynamique globale des eaux continentales, puisque si on a vu qu'il y a des bassins qui sont hyper équipés, comme vous a été montré précédemment, on assiste depuis une vingtaine d'années au niveau mondial à une tendance inverse. Il y a de moins en moins de bassins équipés. Il y a moins en moins de rivières équipées. Or, c'est pas la peine d'être un grand savant pour voir qu'on va vers des gros problèmes d'eau, de gestion d'eau, de ressources en eau. Donc, l'intérêt de cette mission est de fournir à une échelle globale des informations sur les stocks en eau, sur les débits des rivières. Donc là, on est des grosses rivières hein, qui sont formées de gros bassins versants, d'avoir une information sur leur dynamique. Après, ben, ça a une importance sur ben, la notion de partage des eaux. Moi, j'étais en Égypte là. L'Égypte, ils sont pas très fiers parce que bon, ils sont très fiers d'avoir fait Assouan. Assouan, quand même, d'un point de vue écologique, ça fait bizarre parce que il avait une crue, la crue du Nil elle atteignait quand même 11 mètres. Hein. 11 mètres, vous voyez, c'est que je pense que les plafonds doivent être à peu près à cette hauteur-là. Donc ça, c'était l'hauteur d'eau, la variation d'auteur d'eau sur les bords du Nil. Et maintenant, ils sont passés à une fausse crue d'1,50 m, 2 mètres quand ils libèrent. Donc ça, ils sont contents parce que, bon, évidemment, la crue avait d'autres problèmes. Mais là, ils sont très embêtés parce que les Soudanais veulent mettre un barrage en amont. Et là, ils ont peur de ne plus avoir d'eau. Donc, le spatial peut permettre de suivre et de quantifier justement ces notions de partage d'eau. Après, ben, tout ça, après, ça permet une meilleure modélisation des inondations, des meilleures gestion des stocks, etc. Alors, soit un fort enjeu de coopération, euh, surtout des enjeux par rapport à des grands fleuves, hein, Congo, Niger, Zambèze, par exemple en Afrique, ou Mékong, Yangtze, Amour en Asie, et tous les grands fleuves d'Amérique du Sud également, Amazon, Orénoque, Rio Negro. Mais pour pouvoir travailler dessus, ben, il faut être capable d'avoir d'abord validé les mesures, et c'est ce que l'on fait sur le Rhin. On a commencé à faire sur le Rhin en partenariat avec des équipes allemandes de Stuttgart. Alors, très rapidement, parce que le principe du satellite, hein, le satellite, en fait, il a deux antennes, il y a un capteur à chaque antenne, et on croise l'information venant de moi. On émet par la gauche et on récupère sur la droite, on émet par la droite, on récupère par la gauche, sur des fossés d'à peu près 50 km de large. Avec au centre un navire traditionnel, comme je vous ai déjà présenté. Et ça va permettre d'accéder à des mesures directes qui vont être des mesures de hauteur, de pente, de largeur, de surface. Et à partir de là, on va être capable de déduire des notions de débit, de vitesse et d'amplitude des marées sur les parties maritimes, des vagues et des courants.
Alors pourquoi aussi c'est important? C'est que vous avez à gauche un gribouillis là de traits qui correspondent en fait, sur des grands lacs en Asie, au passage de missions altimétriques. Et vous voyez, on a un trait avec des espaces de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, centaines de kilomètres carrés entre 2 mesures. Soit en fait, comme on a ces 2 bandes de 50 kilomètres, ben, on va observer la quasi-totalité du territoire avec selon le positionnement dans l'orbite, entre un passage à 5 passages par orbite, c'est-à-dire, 1 à 5 passages tous les 21 jours. Alors si on se projette à l'échelle de la France, quand ce qui nous intéresse un peu, alors il faut différencier une partie Calva, c'est ce qui est lancé actuellement, là, c'est sur lequel on travaille, où là on a un passage tous les jours. Vous voyez, il y a 2 traces sur la France. Il y a une trace qui passe, sur, la partie ouest entre la baie du Mont-Saint-Michel et la Garonne, et une partie qui passe, ben, sur, le Rhin, le Rhône, et les Vosges. Et après vous avez à gauche pardon, la répétitivité, du nombre de cycles qu'on aura sur les secteurs. Alors dans les faits, ça se traduit comment? Bah, si vous regardez un secteur du Rhin, selon où il soit positionné, tous les 21 jours, il pourrait être vu entre une fois et 4 fois. Donc on aura 4 informations. Alors pour un système, en Europe, ça peut sembler peu puisqu'évidemment vous avez, sur le Rhin, vous avez des mesures à peu près tous les quarts d'heure ou tous les 5 minutes faites par, des stations tant allemandes que françaises, hein, par EDF, l'Adréal, VNF par exemple. Mais sur de nombreux systèmes, à travers le monde, on n'a pas du tout cette densité-là. Et là, c'est la première image, c'est l'image officielle, alors qu'évidemment, c'est présenté sur la Garonne, puisque c'est nos amis, toulousains qui pilotent toutes ces choses-là. Donc la Garonne, ce qui était intéressant à montrer, en fait, c'est qu'il y a un rapport. Alors pour vous, ça ne vous voyez peut-être pas très, très bien, mais il y a la mesure est de qualité exceptionnelle. C'est-à-dire, il y a un rapport signal-bruit, très faible, très bon, et ce qui permet de bien identifier, bah, les cours d'eau qui étaient larges, là on les attendait, hein, la Garonne, mais on voit l'Ariège. Je vous rappelle qu'on avait mis un seuil à 100 mètres, hein, mais on voit très bien l'Ariège qui fait à peu près 50 mètres, et on voit aussi le canal du Midi à 20 mètres. Donc le système va au-delà des espérances. Et en plus, vous voyez, il y a un ensemble de gravières qui doivent faire quelques hectares qui sont aussi très, très bien visibles. Donc on sait qu'on va avoir de la donnée de qualité pour travailler. Alors pourquoi le Rhin a été pris comme site de calibration? Ben, c'est ce il est très intéressant. Si on regarde, tout en haut à droite, vous avez une partie, qui est marquée en orange, c'est le Rhin est relativement libre, hein, alors que la partie bleue, il est couvert par des ouvrages. Donc en fait, l'intérêt, c'est aussi d'avoir une espèce de bac à sable, où on va pouvoir tester, bah, plein de conditions, hydrologiques, différentes. Donc, bah, déjà, vous avez ce grand escalier, sud-nord avec, des sauts de l'ordre de 12-15 mètres, hein, de barrage en barrage. On espère que le satellite nous les placera bien, voilà. Et après, bah, vous avez tout ce qu'on a du côté de Rhino, Gerstein, et cetera. C'est-à-dire ou de Strasbourg. Vous avez un Rhin parallèle, hein, qui est un faux vieux Rhin, où vous avez une chute d'un seul coup de 9 à 10 mètres. Et donc, on se retrouve, si on regarde, entre le H14, le H, et le H11, on est en fait sur, des altitudes, très différentes on va avoir un seuil vous avez un seuil donc pour une altitude, H, vous avez le seuil à 14 mètres et après on va passer à 11 mètres, 12 mètres, moins 13 mètres. Donc tout ça, ce que le système va pouvoir les voir. Alors pour pouvoir faire ces travaux-là, ben, on a un gros travail de collecte de données, de sources différentes. Donc on collecte en fait l'ensemble des données, provenant, des capteurs allemands, sur le Rhin et des différents capteurs français sur le Rhin et sur des lacs. On a fait des vols drones également pour avoir la pente, des rivières, pour avoir des hauteurs précises. On utilise différents satellites qui acquièrent, donc le HiSat acquiert à peu près à 3 centimètres de précision, mais ainsi que très très long, des hauteurs, hein, et des données Sentinel-3 qu'on utilise pour, faire une grosse base de données hauteur sur les lacs. Ça nous permet, sur les rivières, pardon, ça nous permet de déduire, la pente. Là, vous avez la pente, on est en aval de Lauterbourg, donc on est capable de caractériser des pentes. Les pentes vont varier, en fait, en fonction, du régime hydrologique, hein. Et bon, c'est ce que l'on a travaillé, soit à partir, de données drone, entre stations ou à partir de données, satellites avec ICESat. On travaille sur les lacs où on a eu pareil des vols drones, des passages satellites.
mais je voudrais surtout attirer votre attention sur les deux graphiques du bas, le graphique du bas. Sur la petite image, en fait, on vient de poser une règle némimétrique. C'est dans le cadre d'un réseau de sciences citoyennes. Donc là, vous avez l'adresse, hein, c'est le réseau OOCS. Et ça a un double intérêt ou un triple intérêt, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que ça repose sur le fait que les gens se promènent, ils voient un panneau et puis ils prennent la mesure. Donc là, ce que vous avez, c'est en bas, c'est le résultat, hein, du suivi des hauteurs d'eau sur le lac de Gérardmer depuis le mois d'avril. Et c'est un lac qui n'avait aucun équipement, où personne n'était capable de nous dire quelle était l'altitude du lac, quelles étaient ses variations. Et ben, en posant une échelle, on a toute cette information où on voit que le lac a varié de 40 centimètres, du moins varie à peu près sur 80-90 centimètres au cours de l'année. Alors, pour la petite histoire, dans la première partie de la courbe, vous voyez en fait une descente continue, ben, ça correspond à la sécheresse de cet été. Et le maire de Gérardmer s'est servi de ces informations-là pour faire toute sa communication envers les services techniques et envers la population, et pour rassurer les citoyens et pour surtout contrer les fausses nouvelles parlant que le lac avait baissé de plusieurs mètres, etc. Là, mais c'est un réseau sans citoyenne, et c'est un réseau qu'on développe. On en a posé donc à Longemer, Gérardmer, on est en train d'en poser au Rochelaine, et on va en poser à Strasbourg. Et ces données sont donc construites avec tout un chacun. Toute personne qui va se promener à côté peut le faire avec, à partir du moment qu'il a un téléphone un portable. Mais surtout, après, c'est des données qui sont aussi données à l'utilisation de tout le monde. Voilà, c'était ce que je voulais vous parler du spatial, de comment on peut suivre les grandes surfaces en eau à partir de données spatiales. Si je reviens l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura plein d'exemples à montrer avec SWOT, puisque là, on aura plein d'informations sur le suivi des rivières en Alsace et sur le suivi des étangs et des réservoirs. Si vous avez des questions. Alors, beaucoup de questions en peu de phrases. Par où commencer? Par la fin. La notion de qualité de l'eau, de température d'eau. Donc, on peut suivre la qualité de l'eau en termes de matière organique en suspension et de matière sédimentaire en suspension. On peut le faire. On peut également suivre, alors quand c'est de la végétation qui couvre, c'est plus facile, mais on peut aussi faire de la subaquatique également. On peut suivre l'évolution de ces couvertures. Ça, c'est une chose. Le CERTIP est impliqué dans des travaux de recherche, dans des travaux appliqués. Donc, il y a plein de façons de travailler avec nous. Voilà, ça peut être des commandes directes, ça peut être dans le cadre de projets, ça peut être des POC, hein, des principes of concept qui sont lancés. Dans le cadre de Copernicus Relay, par exemple, on peut lancer des mini-études, des démonstrateurs qui ne coûtent rien à personne. Alors, je peux peut-être juste vous donner comme le disait Hervé, en fait, on a déjà travaillé par le passé un petit peu avec le CERTIC. Personnellement, c'était à un moment pour apprécier la surface en châtaigneraie en Alsace. Alors, c'était pas avec ces satellites-là, c'était avec une autre catégorie de satellites. Et ce qui était cocasse avec le châtaignier, c'est comment le différencier par rapport à d'autres essences. Et pour ça, on a choisi une période un peu originale dans le châtaignier qui est sa floraison. Donc, il avait d'un coup une couleur, une réponse aux signaux du satellite complètement différente. Parce que bon, au mois de juin, il y a quand même tout qui est feuillé. Hein. Mais le châtaignier, pendant 15 jours, 3 semaines, il a quand même ces grandes fleurs blanches qui inondent un peu le Piémont, surtout côté alsacien. Donc, ça a été un peu le moment décisif pour faire l'opération satellite et pour cartographier précisément les châtaigneraies. Auparavant, notamment suite à la tempête de 99 à l'époque, on avait aussi travaillé sur repérer les zones d'épicéa sur le massif vosgien pour les quantifier, parce qu'il y avait, consécutif à la tempête, un peu une préoccupation des industriels du bois. Est-ce que la ressource n'était pas en péril? Aujourd'hui, il y a d'autres périls qui se sont rajoutés avec les dépérissements, les scolites. Mais l'idée, c'était aussi de repérer le signal de l'épicéa. Je crois qu'à un moment, plutôt à l'échelle du Grand Est, on avait travaillé aussi sur cartographier les peupleraies, qui était de nouveau un autre signal, avec une autre catégorie de satellites. Voilà,
chaque fois des petites opérations, enfin des grosses opérations qui se montent, qui permettent quand même d'avoir un peu des cartographies à la carte. Mais c'est pas à la commande, c'est quand même des projets qui se réfléchissent ensemble. Et il y a des partenariats, et puis il y a aussi soit l'État, soit les collectivités qui apportent leur contribution pour pouvoir faire travailler tout le monde. Parce que souvent dans ces travaux satellites, il y a aussi à un moment une vérification terrain qui doit se faire. C'est-à-dire, est-ce que le pixel déterminé par le satellite qui dit que c'est de la châtaigneraie, il a un point GPS, ben à un moment, il y a quand même des techniciens qui vont vérifier concrètement sur ce point GPS si c'est bien du châtaigneraie. Il faut un peu se calibrer. C'est plutôt sous des formes de petits projets de recherche. Donc, il y a 2 questions. C'est comment on fait sur le couvert forestier? Ben, on est embêté, c'est sûr, puisque quel que soit l'outil qu'on utilise, c'est-à-dire optique ou radar, on va frapper la première cible, hein, qui va être le toit de la canopée, et on aura du mal à voir dedans. Avec des guillemets, mais entre guillemets, c'est pas favorable. Donc, typiquement, lorsqu'on travaille sur les inondations de la plaine d'Alsace, ben, quand la forêt d'Ivalde est inondée, ben, on voit l'eau qui rentre, l'eau qui sort, et on voit pas d'eau dans la forêt. Les petites mares, si elles sont visibles, je veux dire, si c'est un petit étang, une mare assez grosse, on peut la voir avec des satellites très résolus. Je vous ai parlé de satellites très résolus à 30 centimètres. On va voir, on aura une bonne précision. Par contre, ça a un coût. Là, c'est une autre problématique, c'est une problématique de coût. Alors, pour revenir, on avait parlé de comment on pouvait joindre le LAI et l'eau. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du LAI. Donc, attention, je vais peut-être dire des bêtises. Il y a des approches qui sont faites parce qu'on ne peut pas faire des études de terrain partout. Et donc, il y a des extrapolations qui sont faites à partir de données satellites de différents capteurs. Il va être bientôt lancé une mission qui s'appelle Biomasse, qui va, elle, permettre donc de travailler sur la biomasse des grandes forêts à partir de satellites radars en bande P. Oui, donc c'est pas une question, c'est Julien signale qu'on collabore ensemble et qu'on a travaillé sur plusieurs études en simulant avec notre modèle l'ensemble des parcelles forestières d'un bassin versant. Donc, on a fait ça à Masebo. Et bon, moi, je l'ai fait aussi il y a très longtemps avec une toute première version du modèle sur Aubure avec l'école de Strasbourg. Donc, on peut faire ça avec la nécessité donc, de cartographier non seulement la distribution des parcelles feuillues de résineux minima, et puis aussi de caractériser les indices foliaires. Donc, soit on le fait par des mesures d'échantillonnage de certaines parcelles, soit on peut le faire avec des données satellites. On a un souci, c'est que les données satellites ne sont pas suffisamment discriminantes, c'est-à-dire qu'on a trop de feuilles dans les forêts. Ça marche très bien en agriculture où les indices foliaires sont faibles, mais dans nos forêts, on ne distingue pas entre un indice foliaire de 5, 6, 7, 8. On a la même réflectance, en fait. Et donc, on a des soucis pour ces valeurs très élevées. On voit très bien une parcelle à 4, une parcelle à 6. Par contre, une parcelle dans des valeurs plus élevées, on a le même signal et donc ça n'est pas toujours suffisamment discriminant. Mais on travaille avec les télédétecteurs depuis très longtemps et je les avais même emmenés comme un défi en forêt de l'Arc où j'avais mesuré des indices foliaires de 8, 9, 10, 11 en disant si vous y arrivez là, je vous paye des prunes. Et ils ne sont pas arrivés. Oui, je dirais oui. Si vraiment c'est parti et que les éclaircies de rattrapage, j'y crois pas. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille, c'est vraiment des itinéraires intégrés depuis le début pour aller vers des sylvicultures plus claires ou moins un couvert moins fermé, on va dire. Le processus de déplacement, alors ça dépend un peu des espèces, hein, mais une fois qu'on a altéré la physiologie des arbres et qu'on est dans vraiment le processus de dépérissement multifactoriel où on a des agents biotiques qui entrent en jeu, c'est trop tard et c'est même souvent même contre-productif de pouvoir récupérer un meilleur fonctionnement hydrique une fois que le processus est parti. Donc c'est vraiment des choses à réfléchir quand on reconstitue pour l'avenir, ou plutôt dans les stratégies d'adaptation pour les forêts du futur, ou alors quand on a des peuplements jeunes sur lesquels on peut construire des chemins un peu différents. Même en partant de densités initiales de plantation qui peuvent être élevées, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu sur quoi on travaille, de proposer des itinéraires à densité de plantation élevée, comment arriver à des indices foliaires plus acceptables, on va dire, ces fonctionnements hydriques. Merci à vous d'être venu. Et puis, on essaiera peut-être de vous proposer d'autres conférences, d'autres sujets, peut-être en 2023 ou
au pire en 2024, pour continuer un petit peu à vous donner ces éclairages de la recherche scientifique. Merci à vous.